2. Comment savez-vous que la NASA a falsifié les alunissages? Entre 1969 et 1972, la NASA, l'administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace, a prétendument effectué 6 missions réussies sur la Lune, au cours desquelles les astronautes se sont livrés à toutes sortes d'activités, allant d'une partie de golf à une balade en buggy sur des dunes, en passant par un appel téléphonique en direct du président Nixon. En réalité, lorsqu'on les examine en profondeur avec un œil critique, ces événements mis en scène s'avèrent n'être rien d'autre qu'un canular monumental perpétré sur un public crédule et sans méfiance. 1. Tout d'abord, la Lune elle-même n'est qu'un luminaire, une lumière non physique dans le ciel, et non un planétoïde sphérique en terre ferme, comme le prétendent la NASA et l'astronomie moderne. Pendant une phase de croissance ou de décroissance, il est possible de voir de ses propres yeux le ciel bleu à travers la Lune. Les nuits claires, pendant une phase de croissance ou de décroissance, il est possible de voir directement les étoiles à travers la surface de la Lune. Et lors de chaque nouvelle lune, la Lune disparaît complètement de la vue et reste invisible pendant 1 jour par mois. Même les membres de la Royal Astronomical Society ont à maintes reprises fait part de leur confusion quant à la possibilité de voir les étoiles directement à travers la Lune. Par exemple, Sir James South de l'Observatoire royal de Kensington a écrit « Lorsque j'ai regardé dans le télescope pour la première fois, une étoile d'environ la 7e magnitude était à quelques minutes d'1 degré de distance du bord sombre de la Lune. J'ai vu que son occultation par la Lune était inévitable, mais l'étoile, au lieu de disparaître au moment où le bord de la Lune est entré en contact avec elle, a apparemment glissé sur la face sombre de la Lune, comme si elle avait été vue à travers une lune transparente, ou comme si une étoile se trouvait entre moi et la Lune. J'ai vu une projection apparente similaire à plusieurs reprises. La cause de ce phénomène est entourée d'un mystère impénétrable. L'étoile occultant le croissant de lune a longtemps été un symbole populaire de l'islam. Elle a été le symbole de l'Empire ottoman, figure sur les drapeaux de l'Algérie, de l'Azerbaïdjan, de la Libye, de la Malaisie, de la Mauritanie, du Pakistan, de Singapour, de la Tunisie, de la Turquie et dans les armoiries de pays allant de la Croatie à l'Allemagne. L'Irlande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Aujourd'hui cependant, grâce à des décennies de propagande de la NASA, les gens croient, contre l'évidence de leur propre sens, que la Lune est un planétoïde physique en terre ferme sur lequel on peut marcher. 2. La physique élémentaire prouve que non seulement l'homme n'a jamais volé vers la Lune, mais le concept même de vide spatial est impossible. La NASA et l'astronomie moderne affirment que l'atmosphère terrestre tourne parfaitement avec la Terre jusqu'à une hauteur indéterminée où elle rencontrerait le vide spatial. Quiconque a percé une bombe aérosol sait cependant qu'un système de pression positive adjacent à un système de pression négative doit être séparé par une barrière solide, faute de quoi ils s'équilibreront. En outre, au niveau du sol, cette atmosphère en rotation est censée se déplacer à environ 1600 km/h et sa vitesse augmente avec l'altitude, de sorte qu'à 400 km d'altitude, là où ils prétendent que la Station spatiale internationale est en orbite, l'atmosphère et tout ce qu'elle contient se déplacent à une vitesse ridicule de 28 000 km/h, soit 10 fois la vitesse d'une balle de revolver. Cela signifie que les astronautes dans leur fusée voyageaient plus vite qu'une balle de revolver, lorsqu'ils ont finalement quitté l'atmosphère tournante et pressurisée de la Terre pour entrer dans le vide de l'espace, qui n'est ni en rotation, ni pressurisé, ni pourvu d'une atmosphère. Même s'ils parvenaient à survivre à une telle transition, il leur serait impossible, une fois dans le vide supposé de l'espace, de continuer à se diriger, car tous les systèmes de propulsion ont besoin de l'air de l'atmosphère pour exercer une poussée. Dans le vide, cette contre-force n'existe pas, de sorte que toute propulsion, au lieu d'envoyer la fusée vers l'avant, la ferait tourner de façon sauvage et aléatoire, hors de tout contrôle. Ces dernières années, la NASA a tenté de limiter les dégâts en affirmant que la Lune se trouve toujours dans l'atmosphère terrestre, mais cela ne change rien au fait qu'elle a maintenu cette affirmation impossible pendant des décennies. 3. La quantité de radiation supposée exister dans l'espace, en particulier dans la ceinture dite de Van Allen, était bien trop forte pour les minces combinaisons des astronautes. La NASA prétend qu'il existe une bande de radiation mortelle qui, à partir d'une altitude de 1600 km et jusqu'à environ 24 000 km, tuerait ou blesserait gravement toute personne la traversant en quelques minutes. Selon une étude russe, la quantité de radiation présente sur la Lune exigerait que les astronautes soient vêtus d'1 mètre de plomb pour éviter une mort instantanée. John Moldin, physicien à la NASA,
a déclaré que les astronautes auraient besoin d'un bouclier d'au moins 2 mètres d'épaisseur autour d'eux à tout moment. Et pourtant, nous les voyons sur les films bondir sur de la Lune dans leur combinaison fine de 5 centimètres. Jusqu'à sa mort en 2006, James Van Allen lui-même a continué à affirmer qu'il était impossible que les humains puissent survivre aux 90 minutes de voyage de l'aller à travers la ceinture de radiation et aux 90 minutes de voyage du retour, sans être complètement enveloppés dans un épais blindage de plomb. 4. Les températures sur la Lune varieraient de 172 degrés en dessous de zéro pendant la nuit, ce qui est bien plus froid que l'hiver le plus froid en Antarctique, et jusqu'à 243 degrés au-dessus de zéro à midi, ce qui est plus chaud que l'eau bouillante. La NASA affirme que les combinaisons spéciales étaient équipées de systèmes de chauffage et de refroidissement, mais que rien ne permettait de résister à ces températures incroyables. Les combinaisons étaient également censées être pressurisées pour éviter que le vide et la non-pression de l'espace ne fassent éclater leur vaisseau sanguin. Mais elles présentent manifestement des plis profonds sur toute leur surface. Les astronautes portant de véritables combinaisons pressurisées ressembleraient à un bibendum en train de faire des bulles et seraient très peu flexibles. De plus, il est impossible que la pellicule Kodak de leurs appareils photo ait survécu à ces températures extrêmes sans fondre ou geler. 5. Sur les images d'Apollo 11, on peut voir Buzz Aldrin porter des gants de couleurs différentes et des bottes de couleurs différentes sur des photos qui sont censées avoir été prises à quelques minutes d'intervalle. Par exemple, sur la photo AS 11 40 58 73, Buzz Aldrin porte des bottes hautes et des gants gris foncé. Mais 2 photos plus tard, sur la photo AS 11 40 58 75, il porte des bottes plus petites et des gants blancs. Si Buzz était vraiment dans le vide spatial dans une combinaison pressurisée, il n'aurait certainement pas eu le temps ni de raison de dépressuriser et de repressuriser sa combinaison juste pour effectuer ses ajustements vestimentaires. 6. Aucune des missions Apollo n'a emporté d'éclairage de studio supplémentaire à bord du Lunar Lander. Le Soleil doit donc être la seule source de lumière sur la Lune et sur toutes les photos qui y sont prises. Dans ce cas, la lumière ne devrait venir que d'une seule direction et toutes les ombres devraient être projetées dans la direction opposée. Or, sur des dizaines de photos officielles de la NASA, des ombres sont projetées dans 3 directions simultanément, souvent à des angles de 90 degrés, ce qui ne peut être que le résultat de sources lumineuses multiples absentes de la Lune. Par exemple, sur la photo AS 14 68 94 86 d'Apollo 14, l'ombre du Lunar Lander à l'arrière-plan est projetée à un angle radicalement différent de celui des rochers au premier plan. 7. De nombreuses photos censées montrer le Soleil vu de la Lune ne sont manifestement que des projecteurs de studio et non le Soleil. La photo AS 12 46 67 65 d'Apollo 12, par exemple, après avoir été retouchée par ordinateur, révèle une grosse ampoule au centre du Soleil. Après avoir été minutieusement disséquée par de nombreux chercheurs, la NASA a retiré la version haute résolution de cette image de sa galerie Apollo. La photo AS 11 40 59 35 d'Apollo 11 montre également un effet de projecteur conique s'étendant à partir d'une lumière située juste hors du cadre, qui n'est manifestement pas le Soleil. 8. Plusieurs images Apollo montrent une ligne de séparation définie où le sol rencontre ce qui ne peut être qu'une toile de fond de studio. S'il s'agissait d'un tournage sur la Lune, le sol rejoindrait l'arrière-plan de manière transparente, sans qu'il y ait de ligne de démarcation. De plus, lorsqu'elles sont analysées côte à côte, des dizaines d'images révèlent que la NASA a réutilisé les mêmes toiles de fond à maintes reprises sur ce qui est censé être des zones complètement différentes de la Lune. Les contours des collines, des montagnes et des vallées s'alignent parfaitement lorsqu'ils sont superposés les uns aux autres. Par exemple, l'image AS 1582 110 57 d'Apollo 15 montre le Lunar Lander sur une toile de fond montagneuse, unique et distincte, qui lorsqu'elle est superposée à l'image AS 1582 110 82 s'aligne exactement mais sans Lunar Lander et avec un premier plan différent. Un autre exemple est l'image AS 17 143 219 72 d'Apollo 17, montrant une montagne en arrière-plan avec un premier plan clair, alors que l'image AS 17 136 207 07 montre exactement la même montagne, mais avec plusieurs gros rochers et roches apparaissant au premier plan. Il existe des dizaines d'autres exemples d'arrière-plans répétitifs utilisés au cours des missions Apollo. 9. Les améliorations informatiques de nombreuses images de la NASA révèlent des manipulations de photos et des preuves de trucage en studio. Par exemple, au moment où l'atterrisseur lunaire Apollo 17 décolle, la photo AS 17 151 232 01 montre une ombre claire projetée sur le plafond du studio.
De même, l'image AS14 64 90 89 d'Apollo 14, lorsque le jaune et le bleu sont soustraits de l'échelle chromatique, montre ce qui ne peut être qu'un éclairage de studio se reflétant sur un arrière-plan noir. Une autre photo d'Apollo 14, AS14 66 93 06, montre des ombres de réticules suspendues dans l'air au-dessus d'un tirage, ce qui prouve qu'elle a été trafiquée et qu'il ne s'agit pas d'un original comme on l'a prétendu. L'image d'Apollo 12, AS12 49 72 78, montre clairement plusieurs éclats de lentilles d'éclairage de studio causés par de multiples plafonniers, et l'image d'Apollo 12, AS12 48 70 71, montre ce qui semble être un plafonnier se reflétant dans le casque d'Alan Bean. 10. Les améliorations informatiques apportées aux images de la Terre prises depuis la Lune révèlent un trucage photographique évident. En supprimant progressivement les teintes comprenant le noir des arrière-plans, un artefact rectangulaire, lumineux, apparaît autour de la Terre, prouvant qu'il s'agit d'une image composite. Par exemple, la photo AS 11 44 66 42 d'Apollo 11, manipulée dans Photoshop, montre une ligne de séparation distincte à l'endroit où la Terre a été ajoutée à l'image. Un autre exemple est l'image AS 17 134 204 71 d'Apollo 17, qui après avoir été améliorée et modifiée, présente un artefact rectangulaire indubitable autour de la Terre, ce qui prouve qu'il s'agit d'une photographie composite trafiquée. 11. Sur la photo originale d'Apollo 16 AS 16 107 174 46, on peut voir un rocher sur lequel la lettre C est clairement gravée, ainsi qu'un autre C dessiné dans la terre à côté. Il s'agit là d'une caractéristique des faux rochers de scène, sur un plateau où le décorateur délimite les positions des accessoires, et bien sûr d'un élément que l'on ne trouverait jamais sur la Lune. Après avoir été démasqué, la NASA a supprimé les deux C de la version officielle de la photo, mais des copies de la photo originale sont toujours disponibles en ligne. 12. Plusieurs séquences vidéo des missions Apollo montrent que les astronautes ont utilisé des fils pour se mettre en apesanteur. Lors de la mission Apollo 14, la lumière se reflète à plusieurs reprises sur les fils attachés au sac à dos des astronautes, ce qui les rend momentanément visibles. Lors de la pose du drapeau d'Apollo 17, au moment où les deux astronautes se serrent la main, la lumière se réfléchit sur les fils, depuis le haut de leur sac à dos jusqu'en haut de l'écran. Lors de la mission Apollo 16, lorsque l'un des astronautes tombe, il est rapidement redressé d'une manière incroyablement artificielle, qui ne peut être que le résultat d'avoir été soulevé par des câbles. 13. L'une des anomalies vidéo les plus évidentes est la façon dont plusieurs missions Apollo montrent des drapeaux américains flottant dans le vent spatial inexistant. La Lune étant censée ne pas avoir d'atmosphère, les drapeaux auraient dû rester parfaitement immobiles, mais on les voit souvent bouger de manière assez turbulente. La NASA prétend que le frôlement des drapeaux par les astronautes pourrait être à l'origine de ce phénomène, mais ce n'est manifestement pas le cas, car les drapeaux restent agités pendant de longues périodes sans que les astronautes ne les touchent ou ne les approchent. 14. Une autre anomalie vidéo intéressante est découverte en passant les séquences Apollo de la NASA à double vitesse, puis en regardant les astronautes marcher, courir, sauter ou se promener sur leur petit buggy des dunes. Sans l'ajustement de la vitesse, il y a une illusion de faible gravité, car les astronautes semblent flotter, dériver et glisser lentement et en douceur, mais une fois qu'ils sont vus à double vitesse, il devient clair qu'ils sont en gravité normale, et qu'ils marchent, courent, sautent et se promènent à des vitesses normales. La NASA a simplement réduit la vitesse de lecture de 50% en post-production pour obtenir l'effet désiré. 15. Une autre erreur flagrante est qu'aucune des images ou vidéos de la NASA ne montre d'étoiles en arrière-plan comme elles devraient l'être, mais seulement un noir complet, probablement parce qu'il serait pratiquement impossible de reproduire avec précision des cartes d'étoiles telles qu'elles devraient apparaître à partir de la Lune. Les témoignages des différents astronautes des différentes missions, dans leurs autobiographies et leurs interviews, brouillent encore plus les pistes. Certains se vantant de la lumière étonnamment brillante des étoiles, et d'autres affirmant qu'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile lorsqu'ils étaient sur la Lune. Ces témoignages incohérents et le fait qu'aucune des photos de la Lune prises par la NASA ne montre d'étoiles dans les positions appropriées constituent une preuve supplémentaire de la falsification en studio. 16. Tout adulte indépendant d'esprit et capable de réflexion critique qui examine honnêtement l'image de la NASA AS 11 40 59 22 du module lunaire de la mission Apollo 11, censé être sur la Lune,
verra une tentative pathétique datant de 1969 pour créer un équipement high-tech en utilisant du papier de construction fragile, du papier aluminium doré, du ruban adhésif et des tiges de douche en métal. L'idée que le tas de ferraille représenté sur cette photo officielle de la NASA ait fait l'aller-retour sur la Lune est tellement ridicule qu'elle en est risible. La plupart des spectateurs impartiaux supposeraient que les élèves d'une classe d'art moyenne d'un lycée pourraient construire cet engin sans trop de difficultés. Mais le porte-parole officiel de la NASA et astronaute, Don Petit, nous assure qu'en fait, cette technologie de 1969 est tellement avancée que même avec leur budget annuel de plusieurs milliards de dollars, ils ne peuvent absolument pas la recréer aujourd'hui. Je retournerai sur la Lune en une nanoseconde, nous dit Don. Mais la NASA a détruit cette technologie et il est très difficile de la reconstruire. Le contrôleur de la mission Apollo 11, Harold Loden, aurait déclaré « La peau de la cabine de l'équipage était très fine, et tout cela pour des raisons d'économie de poids. Si vous preniez votre doigt et le titilliez, vous pouviez percer la peau extérieure du vaisseau spatial. C'était à peu près l'épaisseur de 2 couches de papier d'aluminium. » Le directeur du projet, Thomas Kelly, a abondé dans ce sens en précisant que la peau en alliage d'aluminium du compartiment de l'équipage avait une épaisseur d'environ 30 millièmes de centimètre, ce qui équivaut à environ 3 couches de papier aluminium que l'on utilise en cuisine. L'astronaute d'Apollo, Jim Lovell, a déclaré « Chaque fois que j'ai vu un modèle du module lunaire, il avait ses côtés rigides et semblait vraiment solide. Il s'avère que les parties externes du module lunaire sont en fait constituées de mylar et de cellophane et qu'elles sont assemblées avec du scotch et des agrafes. Nous devions avoir des tampons sur le sol, car si vous faisiez tomber un tournevis, il traversait le sol. 17. L'image AS 1140-5926 d'Apollo 11 montre un gros plan des patins de l'atterrisseur lunaire sans le moindre grain de poussière et sans la moindre trace de brûlure ou de cratère sous ses propulseurs de 4,5 tonnes, comme si le LEM venait d'être mis en place délicatement par un pont roulant. Dans leurs propres documents, les scientifiques de la NASA craignaient que le lander ne tombe dans son propre rayon de combustion. Mais il est là, sans aucune trace de brûlure et avec des coussinets propres et impeccables. Même les empreintes de bottes des astronautes ont laissé des traces profondes dans le sol, mais la poussée de 2500 newtons de l'atterrisseur n'a laissé aucune trace, aucun trou d'explosion, aucune poussière sur les coussins. 18. Pendant la mission Apollo 11, Richard Nixon a passé un appel téléphonique historique depuis Washington D.C. à Neil Armstrong sur la Lune, montrant les 2 hommes en direct sur une télévision à écran partagé. Les archives d'AT&T indiquent que l'appel est parti du bureau ovale de Washington D.C. à Houston, où il a acheminé dans l'espace via le centre de contrôle de mission, par l'intermédiaire du communicateur de la capsule. Même avec la technologie des télécommunications d'aujourd'hui, bien supérieure et sur des distances bien plus courtes, il y a un délai nécessaire d'au moins quelques secondes dans les 2 sens, alors que lorsque Nixon et Armstrong se sont parlé, il n'y avait aucun délai perceptible. 19. Une autre preuve solide des mensonges de la NASA a été apportée par l'examen des nombreuses pierres supposées lunaires, offertes au musée du monde entier par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Peu après Apollo 11, le détective privé Paul Jacobs a déclaré avoir demandé au chef du département de géologie des États-Unis s'il avait examiné les rochers lunaires et s'il pouvait en vérifier l'authenticité. Ce à quoi le géologue s'est contenté de répondre en riant et en insinuant que des personnes haut placées au sein du gouvernement américain étaient au courant de la dissimulation. Plus récemment, en 2009, les conservateurs du Rijksmuseum d'Amsterdam ont examiné la pierre lunaire qui leur avait été remise personnellement par Armstrong et Aldrin en 1969 pour découvrir qu'il s'agissait en fait d'un morceau de bois pétrifié sans valeur provenant de la Terre. 20. Non seulement l'ensemble des enregistrements vidéo est entaché de fraude, mais après avoir ignoré pendant des années les demandes formulées au titre de la loi sur la liberté de l'information, Freedom of Information Act, la NASA a finalement déclaré officiellement en 2001 que toutes les vidéos originales d'Apollo 11 avaient commodément disparu de ses archives afin que personne ne puisse les analyser. La NASA voudrait nous faire croire qu'elle a dépensé plus de 30 milliards de dollars, qu'elle a consacré une décennie à des préparatifs incessants, qu'elle a réussi l'exploit le plus historique de l'humanité, mais qu'elle a accidentellement perdu les preuves vidéo. Ces images en noir et blanc floues et fantomatiques diffusées à la télévision étaient volontairement mauvaises, parce que la NASA insistait à l'époque pour que toutes les chaînes de télévision diffusent directement à partir d'un grand écran situé dans leur salle d'opération, un mandat que toutes les grandes chaînes ont accepté, de sorte que ce que le public a vu n'était qu'une vidéo d'une vidéo mal agrandie, et qu'il est désormais impossible de regarder ou d'examiner l'original. Non seulement les vidéos Apollo 11 ont disparu,
Mais la NASA affirme avoir perdu toutes les bandes audio originales des missions Apollo et que ses sous-traitants ont perdu toutes les empreintes, plans du rover lunaire, de l'atterrisseur LEM et des moteurs du vaisseau Apollo. C'est comme si un écolier disait que le chien a mangé ses devoirs lorsqu'on lui demande de prouver ce qu'il avance. La prépondérance des preuves est tellement élevée contre la NASA que toute personne enquêtant de manière honnête et impartiale sur les prétendus alunisages arrive à la même conclusion indéniable: toutes les missions Apollo ont été truquées sur Terre à l'aide d'une variété d'artifices hollywoodiens. 3. Pourquoi mentirait-il à propos de la Terre plane? Face aux mensonges flagrants de la NASA et aux incohérences évidentes du globe, la première question la plus fréquente posée est sans aucun doute la suivante. Pourquoi mentirait-on sur la forme de la Terre? Pourquoi y aurait-il une conspiration mondiale multigénérationnelle visant à dissimuler la vérité sur notre maison? Pourquoi la NASA dépenserait-elle des milliards de dollars pour construire des fusées dans le seul but de tromper la population sur l'espace? Quel serait l'intérêt de cacher la Terre plane? Pour commencer, presque toutes les personnes à qui l'on pose cette question ne sont pas directement impliquées dans la création ou le maintien du mensonge, de sorte qu'il est impossible d'exiger une réponse définitive sur le motif de la part de parties totalement non impliquées. Lorsque quelqu'un ment, il est le seul à connaître ses motivations et ses véritables objectifs. Les personnes à qui l'on ment peuvent tenter de déduire et de deviner les raisons des actions d'un menteur, mais en fin de compte, cette information ne peut être révélée que par les menteurs eux-mêmes. Nous, les terraplanistes, ne sommes pas des malfaiteurs dans cette situation, et nous ne pouvons donc tout simplement pas répondre de manière adéquate à une telle question sans être dans l'esprit des coupables. Il devrait être évident qu'interroger des parties non impliquées sur les motivations internes d'autres personnes est une entreprise infructueuse et impossible. Alors pourquoi cette question est-elle universellement la première question la plus fréquemment posée, juste après que quelqu'un ait identifié un terraplaniste? La question est presque toujours accompagnée d'un sourire en coin, d'un rictus, d'un roulement de paupières ou d'un rire franc, ce qui trahit l'intention sous-jacente de la poser. La majorité des personnes qui posent cette question n'ont pas fait de recherche sur le sujet et savent très bien que les parties non impliquées ne peuvent pas fournir le motif d'une autre personne. Par conséquent, cette phrase spontanée « mais pourquoi mentirait-il » si souvent répétée est bien plus qu'un mécanisme de défense hargneux qu'une véritable question. Demander sans cesse pourquoi les gouvernements du monde mentiraient sans d'abord faire preuve de diligence raisonnable en recherchant les innombrables preuves et expériences prouvant qu'ils mentent très certainement, c'est comme arriver sur une scène de crime sanglante, les yeux fermés et refuser de croire que c'est arrivé parce qu'on ne peut pas comprendre le mobile de l'auteur. Et jusqu'à ce que quelqu'un propose une raison adaptée à votre sensibilité subjective, alors seulement vous pourrez ouvrir les yeux et enquêter sur le meurtre évident. Les partisans de la Terre plane sont comme des détectives chevronnés sur la scène du crime, recueillant les preuves, prenant des photos, cataloguant les preuves. Tandis que les défenseurs ignorants du globe agissent comme des débutants prétentieux qui arrivent en retard et prétendent que nous regardons au mauvais endroit. On ne peut donc pas attendre des partisans de la théorie de la Terre plane qu'ils donnent des réponses définitives et concluantes à cette question mal posée, mais nous pouvons tenter de déduire et de deviner là où les raisons. Quant à la question spécifique de savoir pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales gouvernementales dépenseraient des milliards de dollars pour cette tromperie, il convient de noter que ces organisations sont financées par l'argent prélevé dans les poches des contribuables de leurs pays respectifs. En d'autres termes, ces agences spatiales gouvernementales reçoivent gratuitement chaque année des milliards de dollars que leurs populations sont obligées de leur verser. À elle seule, la NASA a reçu 24 milliards de dollars du contribuable américain en 2022, soit plus de 65 millions de dollars par jour. Cela fait de la NASA et des autres agences spatiales gouvernementales l'un des plus grands impôts cachés de l'existence, aspirant des trillions de dollars au fil des décennies, juste pour nous offrir un tas de fusées lancées dans l'océan et des dessins animés en images de synthèse à la télévision. Le maintien de l'illusion est relativement bon marché, de sorte qu'au lieu d'être une entreprise irréaliste et coûteuse, il s'agit en fait d'une escroquerie incroyablement lucrative et rentable. Cependant, au-delà d'un simple moyen de gagner de l'argent, l'ensemble du concept de l'espace extra-atmosphérique, du globe terrestre et du soi-disant Big Bang a créé et promu une vision du monde matérialiste, nihiliste, où toute idée de Dieu ou de conception intelligente est supprimée et remplacée par des coïncidences hasardeuses. Au lieu que les humains aient été créés intentionnellement par un créateur intentionnel, au lieu que la Terre ait été conçue intelligemment par un concepteur intelligent, on nous dit que la vie, la nature et tout le reste ont été amenés à l'existence pour rien et par accident.
On nous dit qu'avant le temps, l'espace, la matière, la conscience, l'intelligence et la vie, il n'y avait absolument rien. Puis, en un instant et sans aucune raison, le néant a explosé. Et au lieu de détruire les choses comme toutes les autres explosions, cette explosion a créé des choses, elle a tout créé. L'explosion du néant a en quelque sorte créé l'espace, le temps et toute la matière de l'univers en éjaculant cette soupe primordiale explosive et créatrice. Et les débris qui ont filé à plus d'1 milliard de kilomètres-heure pendant plus de 14 milliards d'années ont finalement abouti à votre création. Au commencement, des parties de la matière gazeuse sont agglomérées pour former des planètes et des lunes. Ensuite, les éléments qui composaient ces corps célestes, notamment l'hydrogène et l'oxygène, se sont combinés pour donner naissance à l'eau sur la Terre. C'est alors que des organismes unicellulaires sont apparus et ont commencé à se multiplier, évoluant progressivement vers des formes de vie plus complexes, telles que les créatures marines. Ces dernières se sont adaptées à leur environnement, ont évolué, puis ont fini par se déplacer sur Terre en développant des caractéristiques physiques, telles que des pousses opposables, et ils ont commencé à chercher désespérément une solution comme cette ridicule notion nihiliste de l'évolution du Big Bang. Cette théorie matérialiste de l'évolution, anti-Dieu et anti-spirituelle, est enseignée comme une vérité évangélique dans les écoles du monde entier et est farouchement protégée par l'infaillibilité de la science entre guillemets depuis plus de 150 ans. Mais en réalité, tout comme la science n'a pas réussi à trouver une seule preuve véritable et valable que la Terre est une boule tournant autour du Soleil, les scientifiques n'ont pas réussi à découvrir une seule preuve que le monde matériel est vraiment le produit d'une évolution aléatoire et aveugle. Pourtant, on continue d'enseigner aux enfants que nous sommes sortis du néant sans raison et qu'un jour, dans le futur, le soleil brûlera, nous tuant tous et détruisant tout ce que nous avons construit. Cette histoire fataliste, nihiliste et matérialiste de création et de destruction a donné naissance à une véritable religion athée qui se fait passer pour une vérité scientifique. En retirant la Terre du centre fixe de l'univers, ils nous ont fait passer physiquement et métaphysiquement d'une place importante suprême à une place d'indifférence totale. Si la Terre est le centre de toute la création, cela dénote une signification particulière pour notre maison et pour nous, le plus intelligent des concepteurs intelligents. Mais si la Terre n'est qu'une planète parmi des milliards d'autres tournant autour de milliards d'étoiles dans des milliards de galaxies, alors les idées de Dieu, de la création et d'un but spécifique pour l'existence humaine deviennent hautement invraisemblables. Ce paradigme athée, nihiliste et matérialiste écrase spirituellement le croyant tout en renforçant et en enhardissant son ego. Car s'il n'a pas de but supérieur, si tout le monde n'est qu'un accident et si tout se terminera lorsque le soleil brûlera, la seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est moi, moi, moi. Par l'endoctrinement dans cette religion antispirituelle, les croyants perdent la foi en quoi que ce soit au-delà du monde matériel et deviennent des garçons et des filles matériels, ces consommateurs malléables, égoïstes et hédonistes. Cela devient alors un terrain fertile pour d'autres tromperies, car les personnes déracinées de leurs véritables origines et recevant de faux repères peuvent être conduites n'importe où. Il y a cependant 2 endroits où nous ne sommes manifestement pas guidés par cette tromperie du globe: l'Antarctique et le pôle Nord. Ces 2 endroits ont une signification inhérente dans le modèle de la Terre plane du cosmos, parce que l'Antarctique est le bord extérieur élevé qui englobe et s'étend autour de tous les autres continents, tandis que le pôle Nord est le point central du monde où toutes les boussoles pointent et directement sous Polaris, la seule étoile stationnaire dans le ciel. Mais en transformant notre planète Terre en une planète inclinée sur son axe, cela a effectivement annulé toute signification particulière inhérente à l'Antarctique et au pôle Nord. Sur un globe terrestre, tous les emplacements ont la même importance, de sorte que le pôle Nord n'est plus central et que l'Antarctique n'est plus qu'un petit continent de glace au fond de la boule. Il est intéressant de noter que les anciennes cartes du monde, datant d'avant l'apparition de la tromperie sur le globe, comportaient en fait des terres supplémentaires dans les 2 régions. Le pôle Nord abritait une montagne magnétique en pierre de Loden, entourée d'un tourbillon, 4 continents insulaires distincts et séparés par 4 fleuves. Ces terres étaient même considérées comme habitées par des géants et des pygmées dans les notes de la carte de Gerardus Mercator, ainsi que dans les témoignages de nombreux explorateurs, cartographes et historiens anciens, dont Pythéas, Strabon, Pline l'Ancien, Saint Brandan, Adam le Brême, Paul le Diacre, Gérald de Galles, Nicolas de Lynn, Jacobus Cnoyen, Anthony Jenkinson, Johannes Ruisch et Olaus Magnus, pour n'en nommer que quelques-uns.
Cependant, depuis que la tromperie sur le globe s'est installée, ces lieux ont complètement disparu de toutes les cartes modernes. De même, sur les cartes anciennes, l'Antarctique était représenté comme ayant une masse continentale bien plus importante qu'aujourd'hui, et de nombreuses cartes comportaient même des continents supplémentaires au-delà de l'Antarctique. L'amiral Byrd a affirmé en direct à la télévision qu'il existait de vastes ressources dans des terres vierges au-delà de l'Antarctique qui n'avaient jamais été explorées, et des livres comme World Beyond the Poles ou The Iron Republic parlent de civilisations entières existant au sud du pôle sud. En transformant la Terre en boule, ces terres ressources et civilisations supplémentaires potentielles ont été conceptuellement effacées de l'esprit des masses, puisqu'il n'y a littéralement plus d'endroit où elles pourraient exister. L'effet est similaire à celui de l'intrépide jeune Truman, dans le film Le Truman Show, à qui son professeur dit qu'il arrive trop tard et que tout a déjà été exploré. En un instant, en cette fausse information, son esprit d'aventure est écrasé et il est convaincu qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir. En résumé, ce mensonge planétaire est essentiellement la tromperie la plus grande et la plus fondamentale que l'on puisse imaginer, déracinant les gens de la terre stable et plane qui se trouve sous leurs pieds, la façonnant en boule et la lançant autour du soleil. L'humanité se retrouve à tourner en rond dans un univers vaste, aveugle et stupide qui a tout créé sans raison par accident et qui finira par être balayé par une collision avec une météorite ou une supernova. Toute la création est expliquée par les processus matériels et tout ce qui est vaguement spirituel n'est qu'une relique pittoresque d'une époque pré-scientifique. Tous les endroits de la Terre ont déjà été explorés, notre seul espoir est de verser des milliards de dollars supplémentaires par an à la NASA et à d'autres agences spatiales, pour qu'elles nous emmènent sur d'autres planètes boules comme Mars en images de synthèse. Ils ont essentiellement créé une nouvelle religion mondiale, le scientisme, avec une histoire de création et de destruction des prophètes et des prophéties, et ont supprimé tout but ou pouvoir supérieur pour le remplacer par une explosion absurde et aléatoire. Les soi-disant scientifiques sont devenus les nouveaux prêtres de la nouvelle religion mondiale et les masses, désormais malléables, marchent d'un pas ferme vers l'avenir qu'ils nous fabriquent. 4. Pourquoi n'y a-t-il pas de lanceurs d'alerte de la Terre plane ? Lorsqu'ils sont confrontés à des preuves objectives, démontrables et empiriques que la Terre n'est pas une boule spatiale fantasmagorique qui bascule, vacille et tourne, les défenseurs de la planète reviennent toujours à la même question. Si les preuves présentées par les partisans de la théorie de la Terre plane sont vraies, pourquoi aucun dénonciateur ne s'est-il manifesté pour exposer cette conspiration ? Comment est-il possible qu'aucune des centaines de milliers de personnes employées par la NASA au fil des décennies ne se soit manifestée et n'ait admis la supercherie ? Qu'en est-il des Russes, des Chinois, des Japonais et de toutes les autres agences spatiales gouvernementales, ainsi que SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin et d'autres entreprises spatiales ? Si la Terre n'est pas un globe terrestre et que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, pourquoi ces gouvernements ou ces entreprises ne se sont-ils pas mis d'accord et n'ont-ils pas dévoilé ce mensonge massif au peuple ? La première chose que les personnes qui posent cette question doivent comprendre, c'est que tous les gouvernements et toutes les entreprises sont organisés en structures compartimentées, hiérarchiques et pyramidales, où la grande majorité des personnes employées sont tenues au secret et ont des tâches très spécifiques qui leur sont déléguées par leurs supérieurs. Seuls les présidents, les directeurs généraux et autres élites du sommet de la pyramide ont une connaissance et un contrôle complet de ce qui se passe réellement au sein de l'organisation. Les mathématiciens qui calculent les chiffres, les ingénieurs qui construisent les satellites, les entrepreneurs qui fabriquent les équipements, jusqu'aux contrôleurs de mission qui vivent de grands moments médiatiques en se congratulant après chaque lancement et chaque atterrissage réussi, tous ces gens sont cloisonnés dans des emplois hautement spécialisés et n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les salles de conférence ou des véritables rouages de ces entreprises. La grande majorité des personnes travaillant dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique n'ont jamais décollé dans une fusée et n'ont pas de connaissances particulières acquises dans le cadre de leur emploi qu'ils pourraient révéler ou dénoncer. En d'autres termes, ces employés sont tout simplement dupés comme le reste du public crédule et croient le récit qui leur est présenté. La deuxième chose que les personnes qui posent cette question ont généralement du mal à réaliser, c'est la prévalence et la puissance des sociétés secrètes dans le monde, le niveau de contrôle qu'elles exercent, les degrés de secret qu'elles ont jurés, et combien d'autres soi-disant théories du complot sont en fait des réalités conspirationnistes légitimes. Quiconque a lu mes précédents livres, The Atlantean Conspiracy, The Flat Earth Conspiracy ou Flatlantis, connaît
les recherches et les nombreuses preuves qui existent et qui démontrent ces alternatives conspirationnistes à de nombreuses fictions des médias grand public, ainsi que la façon dont les sociétés secrètes comme les francs-maçons et les jésuites créent et contrôlent de tels stratagèmes. La plupart des gens ignorent, par exemple, que la franc-maçonnerie, la société secrète la plus ancienne et la plus importante au monde, existe dans presque tous les pays et compte plus de 5 millions de membres dans le monde, tous liés par le serment du sang et jurant de garder le secret à chaque degré qu'ils gravissent. Ils ignorent que des francs-maçons comme John Robinson et Captain Morgan ont dénoncé la franc-maçonnerie et ont tous deux payé le prix fort après avoir publié leurs livres divulguant les secrets de la maçonnerie. Les gens ignorent également, par exemple, que presque tous les astronautes que la NASA prétend avoir envoyés dans l'espace sont en fait des francs-maçons confirmés. John Glenn, 2 fois sénateur américain et l'un des premiers astronautes de la NASA, est un franc-maçon connu. Buzz Aldrin Jr., le deuxième homme à avoir menti sur le fait d'avoir marché sur la Lune, est un franc-maçon du 33e degré, portant des bagues et faisant un signe de la main de la Montclair Lodge, numéro 144 dans le New Jersey. Edward Mitchell, un autre supposé marcheur sur la Lune à bord d'Apollo 14, est un maçon de l'ordre de Démolay à la Artesta Lodge numéro 29 au Nouveau-Mexique. James Irwin d'Apollo 15, le dernier homme à avoir menti sur le fait d'avoir marché sur la Lune, était membre de la T. John Lodge numéro 104 à Colorado Springs. Don Eisele, sur Apollo 7, était membre de la Luther B. Turner Lodge numéro 732 dans l'Ohio. Gordon Cooper, à bord de Mercury 9 et Gemini 5, était maître maçon à la Carbondale Lodge numéro 82 dans le Colorado. Virgil Grimson sur Apollo 1, Mercury 5 et Gemini 3 était un maître maçon de la Mitchell Lodge numéro 228 dans l'Indiana. Walter Schirra Jr. sur Apollo 7, Sigma 7, Gemini 6 et Mercury 8 était un maçon du 33e degré de la Canaveral Lodge numéro 339 en Floride. Thomas Stafford sur Apollo 10 et 18, Gemini 7 et 9 et franc-maçon à la Western Star Lodge numéro 138 en Oklahoma. Paul Weitz, qui a participé aux missions Skylab 2 et Challenger, est membre de la Lawrence Lodge numéro 708 en Pennsylvanie. Les astronautes de la NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brand et Anthony England avaient tous des pères francs-maçons. Et c'est Fred Kleinknecht, le chef de la NASA pendant le programme Apollo, est devenu peu après le souverain grand commandeur du 33e degré du rite écossais de la franc-maçonnerie. Le nombre d'astronautes connus pour être francs-maçons ou issus de familles franc-maçonnes est bien au-delà de la coïncidence et devrait éveiller de sérieux soupçons chez tout sceptique à l'esprit souverain. Le dernier point que les personnes qui posent cette question devraient prendre en compte et rechercher est le fait qu'il y a déjà eu plusieurs fuites et dénonciations de ce type. La plupart des défenseurs du globe n'ont tout simplement pas fait les recherches nécessaires sur le sujet et supposent que si quelque chose n'a pas été largement rapporté par les grands médias, c'est que cela n'a pas eu lieu. Robert Simon, analyste principal des programmes de la NASA et principal visualisateur de données, également connu sous le nom de Monsieur Blue Marble, créateur des célèbres images de la Terre de la NASA, a expliqué dans une interview comment les images de la Terre de la NASA ne sont pas photographiées, mais en fait retouchées et créées entièrement grâce à l'art de l'image générée par ordinateur. Ouvrez les guillemets. Mon travail consiste principalement à prendre des ensembles de données et en faire des images, a-t-il déclaré lors de l'interview. La Terre est photoshopée, mais elle doit l'être. Matthew Boylan, peintre hyper réaliste et partisan de la Terre plane, qui prétend être un ancien responsable du graphisme opérationnel de la NASA, a également dénoncé le fait que la seule raison d'être de la NASA est de faire de la propagande auprès du public et de promouvoir le faux modèle héliocentrique du cosmos. Il affirme avoir réalisé divers projets de photoshopage, d'images de la Terre, des étoiles et des planètes, et a relaté des anecdotes concernant des réunions avec des responsables de la NASA au cours desquelles ces derniers ont ouvertement admis le canular dans son intégralité et ont ri de manière hystérique devant les zombies ayant subi un lavage de cerveau et qui croient aveuglément à leur télévision. En 2014, lors d'une interview télévisée en direct avec Bulgarian News 7, le cosmonaute soviétique Igor Petrovitch Volk, décoré de la médaille de héros de l'Union soviétique, a déclaré sans ambages « Nous ne sommes jamais allés dans l'espace et si quelqu'un prétend le contraire, ce n'est pas vrai. » Buzz Aldrin, lors d'un entretien en 2015 avec une fillette de 8 ans nommée Zoé au National Book Festival à Washington, D.C., s'est vu demander « Pourquoi personne n'est-il allé sur la Lune depuis si longtemps ?» Après une pause, il a répondu « Ce n'est pas une question d'une enfant de 8 ans, c'est ma question, je veux savoir.
Mais je crois que je sais, parce que nous n'y sommes pas allés, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et si cela ne s'est pas produit, il est bon de savoir pourquoi cela ne s'est pas produit. Ainsi, à l'avenir, si nous voulons continuer à faire quelque chose, nous devons savoir pourquoi quelque chose s'est arrêté dans le passé, alors que nous voulions continuer à le faire. Plus récemment encore, lors d'une interview en direct à la télévision en 2019, le premier et dernier astronaute polonais et héros national, Mirosław Hermasowski, 40 ans après son vol dans l'espace, s'est vu demander « Vous y êtes allé, la Terre est-elle vraiment une sphère suspendue dans l'espace extra-atmosphérique ?» Il a répondu de manière choquante « La Terre est plane. Comme certains l'ont soupçonné, je ne m'attendais pas à cette question, mais je vous assure qu'elle est plane. » 5. Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie de la Terre plane? L'une des questions les plus étranges et les plus déroutantes fréquemment posées par les adeptes du globe terrestre est la suivante. Pourquoi n'existe-t-il pas de photographie montrant une Terre plane? Ce qu'ils veulent dire par là, c'est pourquoi il n'existe pas de photographie prise depuis l'espace qui montre la Terre plane dans son intégralité en une seule image, comme les images de la NASA montrent le globe terrestre dans son intégralité. Pour commencer, nous ne prétendons pas savoir jusqu'où s'étend notre plan terrestre. Il se termine par un bord, une sorte de barrière où il s'étend à l'infini. Par conséquent, lorsque les adeptes du globe terrestre posent cette question, ils supposent que la Terre plane n'est qu'un objet flottant dans l'espace, de la même manière que la NASA présente le globe terrestre. Il existe de nombreuses représentations caricaturales de ces stupides terres plates flottant dans l'espace, publiées par les gardiens farfelus de la Flat Earth Society et d'autres. Mais ces images ne représentent pas les affirmations des véritables sceptiques du globe. Nous affirmons simplement que, par des moyens objectifs et empiriques, la Terre est manifestement un plan horizontal stationnaire dépourvu de toute courbure, ce qui prouve que la théorie dominante du globe terrestre est scientifiquement impossible. La question « Pourquoi n'existe-t-il pas de photographie de la Terre plate ?» est vraiment bizarre et déroutante, car toutes les photographies de la Terre jamais prises montrent un horizon parfaitement plat, s'étendant dans toutes les directions, sans la moindre courbure ou globularité. Les seules exceptions à cette règle sont les photographies truquées réalisées avec les lentilles fisheye, comme celles utilisées par GoPro, ou les images générées par ordinateur, comme celles créées par la NASA. Toutes les photographies réelles prises sans objectif fisheye montrent que la Terre est un plan horizontal. Même aux altitudes les plus élevées atteintes par les fusées et les ballons amateurs, où l'on peut voir des centaines de kilomètres dans toutes les directions, l'horizon reste plat et s'élève au niveau de l'œil de l'observateur. Une impossibilité physique sur un globe de proportions données qui nécessite une chute de courbure apparente et facilement visible au même niveau du sol. Une question bien plus pertinente que les croyants en la boule devrait se poser est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie réelle du globe? La NASA admet sur son propre site web que les images de la Terre prises depuis l'espace sont des images composites et non des photographies. Robert Simon, artiste de la NASA et principal concepteur de Blue Marble, a décrit en direct à la radio le processus par lequel la NASA fabrique ces images de synthèse, allant même jusqu'à dire qu'elles sont photoshopées parce qu'elles doivent l'être. Un simple coup d'œil à ces images manifestement trafiquées devrait éveiller les soupçons. En les comparant côte à côte, on constate qu'elles sont toutes complètement différentes, avec des masses terrestres de formes et de tailles différentes, des terres et des eaux colorées de manière aléatoire, et souvent les mêmes ensembles de nuages copiés-collés. Les améliorations informatiques apportées aux images du globe prises lors des faux alunisages révèlent même des artefacts rectangulaires clairs autour de la Terre, ce qui prouve qu'il s'agit d'images composites. Ainsi, à tous les fanatiques du globe qui se demandent pourquoi il n'existe pas de photographie de la Terre plane, je recommande de réfléchir au fait que toutes les photographies jamais prises montrent une Terre parfaitement plane et d'orienter ce même scepticisme et cette même curiosité vers la recherche de la raison pour laquelle il n'existe en réalité aucune photographie authentique du globe. « 6. Pourquoi la Terre est-elle la seule planète plate ? Une autre question fréquemment posée par les globistes est la suivante. Si la Terre est plate, pourquoi toutes les autres planètes sont-elles rondes? Tout d'abord, la Terre est un plan, pas une planète. Et en ajoutant simplement un « et » à la fin,
Les astronomes modernes ont transformé linguistiquement notre plan terrestre en un globe tournant autour du Soleil. Le mot rond est également trompeur, car la plupart des adeptes de la Terre plane reconnaîtraient que la Terre est ronde comme une pièce de monnaie, mais pas comme une balle. Lorsqu'ils avancent cet argument en ligne, les globistes présentent souvent une image du modèle héliocentrique traditionnel avec 8 planètes sphériques et une Terre plate parmi elles, flottant dans l'espace. Ce concept est un leurre, car aucun des partisans de la théorie de la Terre plane ne croit en une planète plate flottant dans l'espace au 3e rang du Soleil dans un système solaire héliocentrique. Dans les nombreuses représentations en images de synthèse de la NASA, les planètes semblent effectivement sphériques. Mais lorsqu'on les observe soi-même à l'aide d'un télescope ou d'un appareil photo super zoom, on peut certainement contester le fait que les planètes soient sphériques ou non. Chaque fois que j'ai personnellement observé les planètes, elles ressemblent à de petites lumières rondes et relativement plates, et non à d'énormes mondes sphériques en terre ferme. Ce n'est que sur les images de la NASA et d'autres agences spatiales officielles que les planètes apparaissent comme des mondes globulaires tridimensionnels. Sur les images d'amateurs, elles ressemblent davantage à des lumières bidimensionnelles, semblables à toutes les autres étoiles. En fait, avant d'être appelées planètes, les anciens les appelaient étoiles errantes, car elles ne se distinguaient des autres étoiles fixes que par leurs mouvements relatifs. Elles ont chacune leur propre apparence, mais aucune ne ressemble à un monde sphérique. Même Saturne, qui ressemble davantage à un luminaire circulaire entouré d'un halo de lumière. En fin de compte, la forme des autres planètes n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de prouver la forme de la Terre. Les astronomes modernes répètent constamment ce faux fuyant que j'ai baptisé le sophisme de l'appel au ciel. Imaginez que vous invitiez un entrepreneur chez vous pour mesurer les dimensions de votre plancher et qu'au lieu de cela, il sorte immédiatement son mètre ruban et commence à mesurer toutes les lumières encastrées dans le plafond. C'est exactement ce que font les globistes en prétendant apporter la preuve scientifique de la forme de la Terre sous nos pieds en regardant les lumières dans le ciel au-dessus de notre tête. Comme des magiciens qui vous distraient d'une main tout en vous trompant de l'autre, les défenseurs du globe terrestre, lorsqu'on leur demande les preuves empiriques et mesurables de la forme de la Terre sous leurs pieds, tournent invariablement le nez vers le ciel et commencent à parler de la forme des choses qui s'y trouvent. Mais même si toutes les autres planètes étaient des sphères, quel est le rapport avec la forme de la Terre ? 7. Pourquoi ne peut-on pas voir le mont Everest sur une Terre plane ? Les partisans de la théorie de la Terre sphérique posent souvent la question suivante. Si la Terre est plane, pourquoi les gens, où qu'ils soient dans le monde, ne peuvent-ils pas zoomer avec un télescope et voir le mont Everest ? Pour commencer, cette question présuppose l'hypothèse erronée selon laquelle nous pouvons voir indéfiniment loin avec un télescope. Cette idée a été endoctrinée par les astronomes modernes qui affirment que les étoiles et les planètes qu'ils observent avec leurs télescopes se trouvent à des millions et des milliards et des trillions de kilomètres, ce qui amène de nombreuses personnes à penser qu'un télescope pointé à l'horizontale devrait pouvoir voir aussi loin, ou au moins aussi loin que le mont Everest. En réalité, comme vous pouvez le vérifier par vous-même à l'aide d'un télescope ou d'un appareil photo doté d'une capacité de zoom de 100 à 200 fois, les étoiles et les planètes sont loin d'être aussi éloignées et peuvent être agrandies dans des détails incroyables, au-delà de ce qui serait possible pour quelque chose d'aussi absurdement éloigné. En outre, lorsque l'on regarde horizontalement la Terre, il existe un certain nombre de limitations atmosphériques et de visibilité qui n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'on regarde vers le haut en direction des étoiles, à savoir la perspective et la convergence, la résolution angulaire et le point de fuite, ainsi que la pollution, la brume, l'humidité, le brouillard et bien d'autres choses encore. La plupart des personnes qui s'interrogent sur la possibilité de voir le mont Everest au moyen d'un télescope n'en ont jamais fait l'expérience ou savent déjà que la visibilité est de plus en plus déformée au fur et à mesure que l'on zoome, jusqu'à ce que rien ne puisse être discerné. Il y a aussi bien sûr des collines, des montagnes, des bâtiments, des arbres et d'innombrables autres objets qui obstruent la vue sur le mont Everest. Si vous vous tenez sur une plage dans une plaine ou dans une prairie, vous constaterez que l'horizon s'étend sur 5 à 9 km autour de vous, en fonction des conditions météorologiques et de votre vue. La portée de l'œil humain, notre champ de vision, est de 110 à 1 degré, et le plus petit angle sous lequel un objet peut encore être vu est de 1/60 de 1 degré. De sorte que lorsqu'un objet se trouve à 3000 fois son propre diamètre d'un observateur, il cesse d'être visible. Ainsi, par exemple, la distance la plus éloignée à laquelle on peut voir une pièce de 1 euro de 2 cm de diamètre est de 6000 cm, soit 60 mètres. Avec l'aide des meilleurs télescopes par temps clair,
Nous pouvons voir des objets quelques centaines de fois plus petits et ou plus éloignés, mais il est tout simplement impossible de voir l'Everest depuis n'importe quel endroit de la Terre. 8. Pourquoi l'étoile polaire n'est-elle pas visible depuis l'Australie? On enseigne aux globistes que la raison pour laquelle l'étoile polaire ne peut pas être vue depuis des endroits méridionaux comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande est qu'elle est cachée derrière la supposée courbure de leur terre globulaire. Tout comme on enseigne que les bateaux disparaissent au-delà de l'horizon, ils prétendent que ces bateaux et l'étoile polaire disparaissent derrière la courbure physique d'un globe et insistent sur le fait que si la Terre était vraiment un plan stationnaire, les Australiens ne devraient pas avoir de problème pour voir Polaris. Le fait est que toutes les étoiles situées au nord d'un voyageur se dirigeant vers le sud diminuent progressivement au fur et à mesure que l'observateur se déplace vers le sud. De même que toutes les étoiles situées au sud d'un voyageur se dirigeant vers le nord diminuent progressivement au fur et à mesure que l'observateur se déplace vers le nord. De même, toutes les étoiles situées au nord d'un voyageur se dirigeant vers le nord s'élèvent progressivement au fur et à mesure que l'observateur se dirige vers le nord, tandis que toutes les étoiles situées au sud d'un voyageur se dirigeant vers le sud s'élèvent progressivement au fur et à mesure que l'observateur se dirige vers le sud. Ce phénomène n'a absolument rien à voir avec la prétendue courbure du globe, et tout à voir avec la loi de la perspective qui veut que l'angle et la hauteur sous lequel un objet est vu diminuent à mesure que l'on s'éloigne de l'objet, jusqu'à ce qu'à un certain point, la ligne de visée et la surface apparemment ascendante de la Terre convergent vers un point de fuite. Dans ce cas, la ligne d'horizon, au-delà duquel l'objet devient visible. Si nous choisissons une rue plate de 1,6 km de long, contenant une rangée de lampes, nous remarquerons que l'endroit où nous nous trouvons, les lampes descendent graduellement vers le sol, la dernière étant apparemment tout à fait sur le sol. Prenez la lampe au bout de la rue et éloignez-vous d'elle d'une centaine de mètres, et elle semblera être beaucoup plus proche du sol que lorsque nous étions près d'elle. Continuez à vous en éloigner et elle semblera s'abaisser graduellement jusqu'à ce qu'elle soit vue pour la première fois sur le sol et qu'elle disparaisse ensuite. D'après les astronomes, ces 1,6 km étaient seulement enfoncés d'environ 20 cm d'un bout à l'autre, de sorte qu'ils ne pouvaient pas expliquer l'énorme affaissement de la lumière lorsque nous nous en éloignons. Cela prouve que l'affaissement de l'étoile polaire peut et se produit par rapport à une surface plane, simplement parce que nous augmentons notre distance par rapport à elle, de la même manière que pour la lampe de rue. En d'autres termes, plus nous nous éloignons d'un objet au-dessus de nous, comme une étoile par exemple, plus il est affaissé. Et si nous allons assez loin, il va s'enfoncer, ou apparaître comme s'enfonçant, jusqu'à l'horizon et disparaître. Thomas Winship, Zététique Cosmogénie. De plus, les globistes mentionnent toujours les problèmes de visibilité de Polaris, parce qu'elle ne peut être vue que par les observateurs situés au nord de l'équateur, ce qui semble correspondre à leur théorie de la disparition due à la courbure. Cependant, de nombreuses autres étoiles et constellations sont visibles par un éventail beaucoup plus large d'observateurs, bien au-delà de ce qui serait possible sur un globe terrestre. Par exemple, la Grande Ourse, très proche de Polaris, peut être vue depuis 90 degrés de latitude nord, le pôle Nord, jusqu'à 30 degrés de latitude sud. La constellation de Vulpecula est visible depuis 90 degrés de latitude nord jusqu'à 55 degrés de latitude sud. Les constellations du Taureau, des Poissons et du Lion sont visibles depuis le 90e degré de latitude nord jusqu'au 65e degré de latitude sud. Le Verseau et la Balance sont visibles de 65 degrés de latitude nord à 90 degrés de latitude sud. La constellation de la Vierge est visible du 80e degré de latitude nord au 80e degré de latitude sud. Et Orion est visible du 85e degré de latitude nord au 75e degré de latitude sud. Les observateurs situés sur une Terre sphérique, indépendamment de toute inclinaison supposée, ne devraient logiquement pas être en mesure de voir aussi loin. Et une fois encore, plutôt que la déclinaison de l'étoile polaire qui prouve le globe, cela fournit une preuve supplémentaire que la Terre est un plan horizontal stationnaire. 9. Pourquoi la Lune apparaît-elle à l'envers dans l'hémisphère sud? Les défenseurs du globe terrestre affirment souvent que le fait que la Lune apparaisse à l'endroit dans l'hémisphère nord et à l'envers dans l'hémisphère sud est une preuve irréfutable de la sphéricité de la Terre. Ils pensent que les observateurs situés dans l'hémisphère sud de leur boule tournante sont littéralement à l'envers par rapport aux observateurs situés au nord,
et que c'est la seule raison possible pour laquelle la Lune peut apparaître inversée lorsqu'elle est observée depuis des hémisphères opposés. Il suffit de coller une image de la Lune au plafond et de l'observer depuis les deux côtés de la pièce. La Lune apparaîtra à l'endroit lorsqu'elle sera observée d'un côté de la pièce et à l'envers lorsqu'elle sera observée de l'autre côté. Il n'est pas nécessaire que la pièce soit sphérique, ni que les observateurs se tiennent physiquement à l'envers l'un par rapport à l'autre pour expliquer ce simple phénomène. Sur le modèle de la Terre plane, la Lune et le Soleil sont toujours situés quelque part entre les tropiques et passent la majeure partie de leur temps sur ou près de l'équateur. Ainsi, à l'instar de l'image enregistrée au milieu de la pièce, les personnes qui regardent depuis le nord verront la Lune apparaître à l'endroit, tandis que les personnes qui regardent depuis le sud la verront apparaître à l'envers. Ce phénomène est donc facilement explicable que les observateurs soient supposés se tenir à l'envers sur une ridicule boule en rotation ou à l'endroit sur un plan logique. Un examen plus approfondi de la question révèle toutefois des détails qui permettent de déterminer avec certitude de quel côté se trouve l'observateur. Il s'avère que les défenseurs du globe simplifient à l'extrême la réalité de la situation lorsqu'ils affirment que la Lune apparaît inversée dans les hémisphères opposés. En effet, selon l'endroit et le moment où l'on regarde, il est possible de voir la Lune à 360 degrés d'inclinaison. Comme vous pouvez le voir sur les photographies suivantes, la Lune n'apparaît pas simplement à l'endroit ou à l'envers, mais plutôt sous des angles différents. En effet, la Lune se déplace sur et autour de la Terre plane comme une roue qui fait environ un tour par révolution. Ainsi, selon l'endroit et le moment où la Lune est photographiée, vous verrez entre guillemets le lapin ou l'homme sur la Lune à des inclinaisons très variées. Ce que ne vous verrez pas en revanche, et que vous devriez certainement voir si la Terre et la Lune étaient toutes deux des sphères, ce sont des faces et des zones différentes sur la Lune. Dans le modèle héliocentrique, on prétend que la Lune est verrouillée par la Terre, ce qui signifie que la gravité de la Terre est supposée être si forte qu'elle amène la Lune à synchroniser parfaitement sa période de rotation autour de son axe avec celle de la Terre, de sorte que nous ne voyons jamais qu'une seule face de la Lune. Même si cela était vrai et que la Lune sphérique en rotation synchronisait parfaitement sa rotation avec celle de la Terre sphérique en rotation, les observateurs regardant la Lune depuis les hautes latitudes nord, ceux regardant depuis les hautes latitudes sud et ceux regardant depuis l'équateur devraient nécessairement voir au moins des faces ou zones légèrement différentes de la Lune. Il est tout simplement pas possible que des observateurs regardant la Lune depuis des angles aussi différents puissent tous voir exactement la même face. Les observateurs regardant la Lune depuis les hautes latitudes nord devraient voir une face très différente de ceux observant depuis les hautes latitudes sud, et une face légèrement différente de ceux qui l'observent depuis l'équateur. En réalité, peu importe où et quand vous regardez, vous ne verrez jamais que la même face de la Lune, bien qu'à des inclinaisons différentes. Cela n'est possible que parce que la Lune est un disque lumineux translucide en rotation, et non une Terre ferme sphérique en rotation. Vous pouvez confirmer par vous-même que le Soleil et la Lune sont bien des disques et non des sphères, en les photographiant à des moments différents et en les plaçant dans une grille carrée. Si le Soleil et la Lune étaient toutes deux des sphères, où et quand qu'ils soient photographiés, ils devraient présenter un cercle parfait à l'appareil photo, car chaque face d'une sphère apparaît nécessairement circulaire. Si au lieu de cela le Soleil et la Lune sont tous les deux des disques, alors ils ne devraient présenter qu'un cercle parfait lorsqu'ils sont directement au-dessus de nous, et plus ils s'éloignent, plus ils devraient commencer à apparaître légèrement plus allongés en raison de l'angle de vue réduit. Les membres de l'International Flat Earth Research Society ont réalisé cette expérience à plusieurs reprises et encouragent les personnes sceptiques à faire de même, car elles découvriront par elles-mêmes quels modèles résistent à un examen critique. 10. Pourquoi le Soleil et la Lune deviennent-ils plus gros près de l'horizon? Souvent, lorsque les globistes entendent que la loi de la perspective est la raison pour laquelle les navires disparaissent au-delà de l'horizon, ainsi que la raison pour laquelle le Soleil et la Lune se lèvent et se couchent dans le ciel, leur question suivante est: pourquoi alors le Soleil et la Lune semblent-ils devenir plus grands près de l'horizon? Il est compréhensible qu'une longue rangée de réverbères semble s'élever jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel, puis se couche à l'horizon, comme le Soleil et la Lune. Mais contrairement au Soleil et à la Lune, les réverbères, les bateaux et la plupart des autres objets censés disparaître en raison de la perspective rétrécissent également à mesure qu'ils s'éloignent de l'observateur. Alors pourquoi, si le Soleil et la Lune se lèvent et se couchent en raison de la loi de la perspective, ne semblent-ils pas non plus rétrécir à mesure qu'ils s'approchent de l'horizon?
Tout d'abord, si vous visionnez suffisamment de séquences de couchers de soleil et de lune, vous constaterez qu'ils rétrécissent parfois clairement à mesure qu'ils s'approchent de l'horizon. Les couchers de soleil et de lune filmés dans le désert ou dans d'autres régions arides montrent souvent un grand soleil et une grande lune au-dessus de la tête qui rétrécissent régulièrement à mesure qu'ils s'éloignent de la caméra. Cependant, dans de nombreux cas et endroits, c'est le contraire qui se produit et le soleil et la lune semblent croître en taille à mesure qu'ils s'approchent de l'horizon. Que se passe-t-il alors? Lorsqu'une lumière, quelle qu'elle soit, brille à travers un support dense, elle apparaît plus grande et crée un éblouissement plus important à une distance donnée que lorsqu'elle est vue à travers un support plus léger. Cet effet est plus prononcé si le milieu contient des particules aqueuses ou de la vapeur en solution, comme dans une atmosphère humide ou brumeuse. Par exemple, si vous tenez à quelques mètres un lampadaire et que vous remarquez la taille de la lumière, puis que vous marchez ou observez la même lumière à quelques centaines de mètres de distance, vous remarquerez que la lumière semble maintenant considérablement plus grande. Les photos de paysages urbains nocturnes prises en latitude montrent également ce phénomène. Les lumières des villes éloignées, proches de l'horizon, apparaissent beaucoup plus grandes et plus lumineuses que celles qui se trouvent près de l'appareil photo, même si elles sont plus éloignées. Ce phénomène peut être observé à des degrés divers à tout moment, mais il est plus intense lorsque l'air est humide et vaporeux. Il est évident qu'au lever et au coucher de soleil, la lumière du soleil doit traverser une plus grande longueur d'atmosphère qu'à midi. De plus, l'air le plus proche de la Terre est à la fois plus dense et contient plus de particules aqueuses en solution que les strates supérieures à travers lesquelles le soleil brille à midi, ce qui a pour effet d'amplifier la lumière et d'en modifier la couleur. inature.com écrit que la couleur chaude de la Lune lorsqu'elle est observée à des angles plus faibles est due à la quantité relativement plus importante d'atmosphère à travers laquelle on observe par rapport à la Lune lorsqu'elle est juste au-dessus de nos têtes. Cette atmosphère supplémentaire disperse la composante bleuâtre de la lumière de la Lune, ce qui fait que la Lune en contrebas apparaît plus rouge aux yeux de l'observateur. Si vous regardez plus haut, lorsque la Lune est plus haute au-dessus de l'horizon, vous verrez qu'elle apparaît beaucoup plus blanche qu'en début de soirée. Les autres facteurs à prendre en compte sont la longueur d'onde, la diffraction, la pression atmosphérique, la température de l'air, la lentille atmosphérique, la largeur de l'ouverture, l'altitude, l'humidité et la clarté, qui ont tous une incidence sur le résultat net. L'ampleur de l'agrandissement du Soleil ou de la Lune pour les raisons juste mentionnées et de son rétrécissement en raison de la loi de la perspective dépend de la confluence de tous les facteurs impliqués. En d'autres termes, lorsque le Soleil et la Lune se couchent à l'horizon, du point de vue d'un observateur sur Terre, ils deviennent simultanément plus grands pour les nombreuses raisons susmentionnées et plus petits en raison de la loi de la perspective. Et le résultat net est ce que vous voyez. 11. Les navires disparaissent-ils au-delà de la courbure de la Terre? L'une des preuves présumées de l'existence du globe terrestre les plus souvent citées est la disparition des navires naviguant au-delà de l'horizon, vus par un observateur sur le rivage. Depuis Aristote, les globistes affirment que la raison pour laquelle les coques des navires disparaissent devant leur tête de mât lorsqu'ils naviguent au loin est que la courbure physique de la Terre brouille leur vue. Cette prétendue preuve simple est encore citée aujourd'hui par Neil deGrasse Tyson, Michel Thaler et d'autres porte-paroles de la NASA, mais il est facile d'en démontrer l'invalidité à l'aide de la technologie moderne du zoom. En fixant un bon télescope ou un appareil photo à super zoom sur l'horizon par temps clair, il est possible de faire réapparaître des navires qui ont complètement disparu au-delà de la prétendue courbure de la Terre. Le fait est que la loi de la perspective sur les surfaces planes impose ce phénomène. Par exemple, une jeune fille portant une robe et s'éloignant vers l'horizon semblera s'enfoncer dans la terre au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Ses pieds disparaîtront d'abord de la vue et la distance entre le sol et le bas de sa robe diminuera progressivement jusqu'à ce qu'au bout d'1 kilomètre environ, on ait l'impression que sa robe touche le sol alors qu'elle marche sur des jambes invisibles. Il en va de même pour les voitures qui s'éloignent à toute vitesse. Les essieux s'abaissent progressivement et les roues disparaissent jusqu'à ce que la voiture semble glisser le long de sa carrosserie. Il en est de même sur les surfaces planes. Les parties les plus basses des objets s'éloignant d'un point d'observation donné disparaissent nécessairement avant les plus hautes. Cela n'a absolument rien à voir avec la prétendue courbure de la Terre et tout à voir avec la nature de la vision. Lorsque vous regardez l'horizon plat et horizontal, le sol semble s'élever de vos pieds jusqu'à la hauteur de vos yeux et le ciel semble descendre de votre tête
jusqu'à la hauteur de vos yeux. Une rangée de lampadaires semble se raccourcir au loin, alors qu'en réalité, ils sont tous à la même hauteur. Si vous regardez une route ou une voie ferrée, vous remarquerez le même phénomène de gauche à droite. Les côtés parallèles de la route ou de la voie ferrée semblent converger en un point de l'horizon, mais en réalité, ils ne convergent jamais et restent parallèles sur toute leur longueur. Cette loi de la perspective est donc une illusion d'optique inscrite dans la manière même dont nous percevons le monde. Même sans caméra zoom ou télescope, il est facile de prouver que les navires naviguant à l'horizon ne disparaissent. Même sans caméra zoom ou télescope, il est facile de prouver que les navires naviguant à l'horizon ne disparaissent pas au-delà de la courbure d'un globe. Au lieu de regarder droit devant vous le navire qui disparaîtrait à quelques kilomètres, regardez d'abord à gauche, où vous pouvez voir aussi loin, puis à droite, où vous pouvez voir aussi loin. En d'autres termes, vous pouvez voir 2 fois plus loin de gauche à droite que devant vous, mais pour une raison quelconque, vous pensez qu'à seulement la moitié de la distance devant vous, les navires disparaissent déjà à cause de la prétendue courbure de la Terre. Ce phénomène est encore plus évident avec l'utilisation de ballons à haute altitude qui peuvent atteindre des hauteurs de plus de 36 000 mètres et peuvent souvent voir à des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Au fur et à mesure que la caméra monte, l'horizon s'élève à la hauteur des yeux et les navires qui semblaient disparaître après quelques kilomètres sont de nouveau facilement visibles en altitude. Ironiquement, dans ce cas, les défenseurs du globe terrestre utilisent l'excuse exactement inverse et quelle que soit votre altitude, prétendent que vous n'êtes tout simplement pas assez haut pour voir la courbure mythique de leur fantastique boule terrestre. En d'autres termes, ils affirment qu'au niveau du sol, les navires disparaissent au-delà de la courbure physique de leur globe à quelques kilomètres de distance, mais qu'à haute altitude, où les observateurs peuvent voir à des centaines de kilomètres dans toutes les directions, ce n'est en quelque sorte pas assez haut ou assez loin pour voir la courbure. En réalité, lorsque le calcul de la courbure est appliqué à un globe de proportions données, nous devrions être en mesure de l'observer facilement même au niveau du sol. 12. La courbure de la Terre est-elle visible depuis le hublot d'un avion? Lorsqu'on leur pose la question de la forme du monde, de nombreuses personnes sont promptes à affirmer qu'elles vivent sur un globe terrestre parce qu'elles croient avoir personnellement vu la courbure de la Terre depuis le hublot de leur avion. Certains croient même lorsqu'ils se rendent à la plage ou qu'ils grimpent au sommet d'une montagne, qu'ils sont capables de voir l'horizon s'incurver vers le bas au loin. En réalité, toute personne pensant pouvoir voir la courbure de l'horizon, quelle qu'elle soit son altitude, souffre d'un grave conditionnement et d'une dissonance cognitive. Pour commencer, le verre utilisé dans tous les hublots des avions commerciaux est en fait rond, stratifié et légèrement incurvé, ce qui déforme les bords et donne l'impression que l'horizon et d'autres lignes droites s'incurvent vers le bas. Ces vitres arrondies ont pour effet de répartir uniformément la pression et de réduire la probabilité de fissures ou de cassures, car elles n'ont pas d'angle où se concentrent les tensions, ce qui leur permet de mieux résister à la pression. Malheureusement, ces vitres ont aussi l'étrange effet secondaire de faire croire aux gens que la Terre est un globe parce qu'ils confondent la courbure du verre avec celle de l'horizon. Si ces passagers se rendraient plutôt à la fenêtre du cockpit et observaient l'horizon depuis le point de vue du pilote, ils verraient clairement que l'horizon reste complètement plat à perte de vue. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'horizon est appelé ainsi, car il est toujours parfaitement horizontal. De même, la raison pour laquelle les avions sont appelés airplanes et non airglobes est qu'ils survolent un plan horizontal. D'après les calculs de courbure pour un globe aux proportions données, une petite partie de la courbure devrait déjà être visible à l'œil nu, même au niveau de la mer. Après seulement 1,6 km, la courbure serait de 20 cm et augmenterait de façon exponentielle pour atteindre 80 cm après 3,2 km et 1,83 m après 4,8 km, la courbure de la Terre étant nécessairement visible à l'horizon. Le fait est que cette prétendue baisse exceptionnelle de la courbure n'est ni visible ni mesurable à quelque altitude que ce soit. Que ce soit au niveau de la mer, à 8 km d'altitude au sommet du mont Everest, à 10 km d'altitude dans un avion de ligne, à 19 km d'altitude dans un avion espion U-2, ou à plus de 36 km d'altitude à bord d'un ballon amateur de haute altitude, il n'y a jamais la moindre courbure et l'horizon s'élève au niveau de l'observateur tout du long. Si l'horizon était en fait la courbure physique d'une Terre globulaire, il resterait nécessairement fixe, et lorsqu'un observateur prendrait de l'altitude, il devrait regarder vers le bas pour le voir.
Or, cela ne se produit jamais, et quelle que soit l'altitude, l'horizon s'élève toujours jusqu'à la hauteur des yeux, restant parfaitement plat sur 360 degrés, ce qui n'est possible que sur un plan horizontal. En outre, si la Terre était réellement un sphéroïde de près de 40 000 km de circonférence, les pilotes d'avions devraient constamment corriger leur altitude vers le bas, afin de ne pas s'envoler directement dans l'espace. Par exemple, un pilote souhaitant simplement maintenir son altitude à une vitesse de croisière typique de 800 km/h devrait constamment plonger son nez vers le bas et descendre en moyenne à près de 850 mètres par minute. Sinon, sans compensation, en 1 heure de temps, le pilote se retrouverait 50 km plus haut que prévu. En réalité, les seules fois où les pilotes procèdent à des ajustements d'altitude aussi radicaux sont juste après le décollage et juste avant l'atterrissage. Une fois l'altitude de croisière atteinte, les avions commerciaux restent en palier pendant toute la durée du vol, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements aussi constants. En fait, le seul ajustement nécessaire dans cette affaire est que les apologistes du globe terrestre s'humilient et admettent, comme le disait Mark Twain, qu'il est malheureusement plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés.